Pascal est originaire de Savoie. Il a eu un coup de foudre pour l'Anjou il y a 20 ans et a décidé d'y poser ses valises. Le Maine-et-Loire, c'est un département magnifique. On a cette douceur angevine qui est propre au climat, mais qu'on a aussi dans les habitants. Les Angevins sont très accueillants et la preuve en est, c'est que j'ai été très très bien accueilli dans le département. Et ça, c'est vraiment une particularité, je pense, de l'Anjou. Aujourd'hui encore, Pascal apprécie sillonner les routes de la région pour en découvrir chaque recoin. Et selon lui, un des trésors du Maine-et-Loire, c'est l'abbaye de Fontevraud. Édifiée au XIIe siècle, Fontevraud est l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. C'est Alix Brunel, guide à l'abbaye, qui va nous dévoiler les fabuleuses histoires qui se sont déroulées ici. C'est vraiment un endroit magique. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on ressent toute cette quiétude qu'il y a dans ce lieu tellement chargé d'histoire. Tu sais que l'abbaye de Fontevraud était très particulière, c'est-à-dire qu'ici on accueillait dès le XIIe siècle des moines et des moniales. Et l'ensemble de l'abbaye était gouverné par une abbesse, donc tu te rends compte... Au XIIe siècle, une abbaye gouvernée par des femmes. Exactement. C'était quand même précurseur, c'était le début du féminisme en France. Quasiment, même si peut-être qu'on s'emballe un petit peu quand on parle de féminisme, mais Robert d'Arbrissel, le fondateur de Fontevraud, il a apparenté cette abbesse, cette femme de pouvoir à la Vierge Marie. À cette époque-là, la fascination autour de la Vierge Marie était en train de se développer, ce qu'on a appelé le culte marial. Le lieu dans l'abbaye qui a toujours le plus impressionné Pascal, c'est la salle des Gisants, où reposent Richard Cœur de Lion et ses parents, Aliénor d'Aquitaine et le roi Henri de Plantagenet. On ne s'attend pas quand on arrive à l'abbaye de Fontevraud à voir le gisant de Richard Cœur de Lion. C'est vrai que ça surprend souvent les visiteurs. Richard Cœur de Lion, on a tendance à oublier que bien avant de devenir roi d'Angleterre, eh bien, il avait des racines locales. C'était quelqu'un du coin. J'ai une anecdote à te faire, c'est que Richard Cœur de Lion ne parlait pas l'anglais. Il était roi d'Angleterre et il ne parlait pas anglais. Il ne parlait pas anglais. Il communiquait avec ses sujets en latin, c'était la langue officielle. Et c'était un homme qui parlait aussi un patois poitevin. Alors, il y a une autre chose qui me surprend, c'est que le gisant d'Aliénor est plus élevé que son époux. Rien n'est prouvé, mais comme elle aurait commandé elle-même son gisant, c'était probablement une façon pour elle de rappeler qu'elle était aussi puissante que son époux, voire bien plus que lui. Un pied de nez post-mortem à son mari Henri II. Car si le couple royal a commencé par un coup de foudre, la relation s'est vite envenimée. Aliénor a poussé ses fils à se révolter contre leur père. Richard Cœur de Lion a fait la guerre à son père, ce qui a valu à Aliénor d'être retenue en captivité par Henri pendant près d'une quinzaine d'années. Et elle a été libérée au décès de son époux. Exactement, c'est Richard Cœur de Lion qui l'a libérée en 1189. Et donc elle a continué à diriger le royaume, toujours dans l'ombre de son fils, d'ici, de l'abbaye de Fontevraud, où elle a vécu pendant près d'une dizaine d'années. Donc l'abbaye de Fontevraud, c'est vraiment l'endroit où les femmes ont commencé à prendre le pouvoir. Voilà, c'est effectivement le lieu des femmes de pouvoir. Des merveilles comme celle de l'abbaye de Fontevraud, il en existe à foison dans le Maine-et-Loire. Celle qui surprend le plus Pascal se trouve à l'ouest de l'Anjou. C'est le parc de Maulévrier. Un jardin japonisant attenant au château de la commune. C'est en compagnie de Didier Touzé, jardinier depuis 30 ans au parc, que Pascal va redécouvrir ce lieu magique. À chaque fois que je viens dans ce parc, c'est toujours la même chose. C'est ce sentiment d'être au cœur de l'Anjou et d'être transporté en Asie. Je crois que c'est un parc qui date du début du XXe siècle, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Fin 1800, au début 1900, on s'intéresse à ce qui vient du Japon, qui vient de s'ouvrir au commerce extérieur. Et Alexandre Marcel, un architecte parisien célèbre, est un des premiers à visiter le Japon, le Cambodge et l'Inde aussi. S'intéresse beaucoup à tout l'art asiatique et motive le propriétaire des lieux
à reprendre, à réaménager le site et en faire un paysage japonais. Ce parc, il a donc plus de 120 ans et il a toujours été comme ça? Alors pas tout à fait, puisqu'il a été complètement abandonné à partir de 1942. Et ce n'est qu'en 1980 que la mairie rachète le terrain sous l'impulsion d'un groupe de particuliers, des gens qui se souviennent de ce jardin romantique avec des estampes japonaises. Donc c'est un parc qui renaît de ses cendres grâce à la volonté des habitants et puis à des archives certainement? Alors bien sûr, on a retrouvé pas mal de documents photographiques qui ont permis de restaurer les endroits les uns après les autres. Lors du défrichage du parc, de véritables trésors vont être dénichés, comme ce fragment d'un temple asiatique. Conçu par Alexandre Marcel pour l'exposition universelle de 1900, il avait été à l'époque déplacé à Maulévrier. En observant la taille minutieuse des arbres et les différentes perspectives qu'offre le jardin, Pascal cherche à comprendre la philosophie des paysages japonais. À chaque fois que je viens ici, je suis très surpris, bien évidemment, par la beauté de ce parc, mais aussi par toute cette présence d'eau, ces bassins, cet étang, ces cascades. Il y a forcément une symbolique derrière tout ça? Absolument. L'eau, c'est l'élément principal du jardin, c'est l'élément porteur de vie. Et cette eau circule d'est en ouest. Est-ouest, c'est la course du soleil qui représente une vie complète depuis la naissance jusqu'à la mort. L'eau, elle arrive ici à travers le groupe de rochers qui est là-bas. De cette montagne jaillit une source, c'est le début de la vie, c'est la naissance. Ensuite, elle passe à travers un circuit très sinueux, c'est l'enfance. Et puis un bassin où là l'eau est plus stagnante, c'est la période de doute, de repli, l'adolescence. Voilà. Après, on a un ruisseau légèrement sinueux, les méandres représentant les problèmes que chacun rencontre tout au long de sa vie adulte. Et la pièce d'eau, c'est la dernière partie de la vie, c'est le repos, la vieillesse. Le portique rouge qu'on appelle un tori, qui représente l'entrée au monde des êtres immortels, autrement dit l'entrée au paradis. Bien plus qu'un parc végétal, c'est aussi un parc philosophique. À l'instar de la vie d'un être humain représenté par ses cours d'eau, le château de Brissac, que Pascal souhaite désormais nous dévoiler, a aussi connu une existence tumultueuse. Situé aux abords de la réserve naturelle Anjou-Touraine, cette merveille, haute de 7 étages, dont les premières pierres dateraient du Xe siècle, fut le théâtre de batailles sans merci entre les seigneurs de la région. Ce château, son propriétaire, le marquis de Brissac, fait tout pour le préserver. J'ai souvent eu la chance de venir ici au château de Brissac. De par mon métier, j'ai fait beaucoup de repas dans les galeries du château. Je m'en souviens très bien. Et je crois que quand on est angevin, c'est vraiment une fierté d'avoir ce château si grand. Et oui, par sa hauteur. Oui, on le dit, que c'est le château le plus haut du Val-de-Loire. C'est une fierté que je partage avec toi. Et on est aussi interloqué par cette façade. Alors évidemment, on voit tout de suite que cohabitent deux époques de construction très différentes. Les tours, qui sont les vestiges d'une forteresse du XVe siècle, et puis le reste de la façade, qui est XVIIe. Pourquoi il s'est construit comme ça? Pourquoi il y a ces deux périodes? Eh bien parce que le premier duc de Brissac se lance dans la reconstruction du château, endommagé après les guerres de religion. Au fur et à mesure qu'il construit le nouveau, il détruit l'ancien, mais il va mourir. En 1621, son fils dit « Moi j'arrête tout, assez de folie ». Il abandonne le château et il part. Eh bien voilà, Brissac est resté dans l'état où le chantier a été abandonné il y a maintenant 400 ans. Mon grand-père disait d'ailleurs, Brissac c'est un château neuf à demi construit, dans un château vieux à demi détruit. À l'intérieur, Pascal souhaite nous faire découvrir une pièce du château à l'histoire étonnante. L'occasion de flâner dans cette galerie magnifique, longue de 32 mètres. On a toujours ces plafonds monumentaux, c'est vraiment magnifique. Alors là, on se trouve dans une chambre, et une chambre qui porte le nom de Louis XIII. Voilà, elle porte le nom d'un roi de France qui, effectivement, est venu ici en août 1620 à l'occasion d'une réconciliation entre Louis XIII et sa mère, Marie de Médicis. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien parce que le roi Henri IV, père de Louis XIII, s'est fait assassiner en 1610 et ce petit garçon de santé fragile, plutôt timide, a été négligé par sa mère. Il en a conçu beaucoup d'amertume et à l'âge de 16 ans, il a véritablement fait un coup d'État. Il a fait assassiner le Premier ministre
Concini, un proche de Marie de Médicis. La brouille a pris fin à l'issue d'une bataille remportée par les troupes du roi Louis XIII. Et c'est le château de Brissac qui a été retenu pour signer cette paix, la paix d'Angers. Donc ça veut dire que dans cette pièce, il a été signé un traité qui après a complètement changé l'histoire de France. Absolument. Et donc c'est la fierté de Brissac d'avoir un fait du roman national. Dans ce château au destin si étonnant, le visiteur traverse des époques différentes. Et la pièce favorite de Pascal se trouve dans les hauteurs du château, où se cache une véritable pépite. Voilà. Ah oui, là c'est vraiment la pièce dont je me souviens le plus lors de ma première visite, parce que j'avais été tellement étonné de voir ce théâtre immense au deuxième étage du château de Brissac. C'est pas rien. C'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Cette salle d'opéra qu'on appelle le Petit Théâtre de Brissac, on le doit à mon arrière-grand-mère. Cette femme, passionnée de musique, est une chanteuse très talentueuse. Mais il est évident qu'une marquise, ça chante pas à l'Opéra de Paris, ça chante pas aux Folies Bergères. Et donc, pour pouvoir exprimer sa passion du chant, elle a construit chez elle sa propre salle d'opéra. Mais comment ça a été perçu par la famille de créer sa salle d'opéra ici? Alors, cette femme, au caractère bien trempé, est une femme très libre, puisque, ayant perdu son premier mari, mon arrière-grand-père, et ayant divorcé de son second mari, elle avait les mains libres pour faire ce qu'elle voulait. C'est marrant parce qu'avec toute cette histoire, on a encore l'impression que le chant résonne dans cette pièce. On partage la même opinion et en fermant les yeux, on pourrait tout à fait s'imaginer que là rentrent des gens en costume, en smoking, pour l'écouter chanter. Absolument. Fermons les yeux et écoutons. C'est ici que se referme notre parenthèse enchantée dans le Val-de-Loire. Bien d'autres splendeurs restent à découvrir dans la région. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.